l'interprétation doit être presque de satisfaire un homme vrai de cette perdu. Comme vous l'aurez remarqué, elle est d'une richesse absolument extraordinaire et qu'elle donne des pistes pour comprendre ou en tout cas approcher l'œuvre d'un des grands penseurs de notre temps, qui était évidemment Jacques Lacan. Un point important, c'est que on me demande de vous parler de l'œuvre de Raymond Hince, qui trouve sa pleine place dans ce projet, mais l'œuvre de Raymond Hince est une œuvre si vaste et sa culture si proprement vertigineuse qu'on pourrait la coller à quantité d'autres grands penseurs de son temps. Je songe entre autres bien sûr à Michel Leiris, le grand anthropologue, qui, vous le savez probablement, a écrit un ouvrage qui s'intitule « Langage-tangage », lequel ouvrage pourrait complètement entrer dans ce que je peux évoquer pour vous ici. On pourrait, outre Leiris, rappeler d'ailleurs la grande complicité qui unissait Lacan et le grand anthropologue Claude Lévi-Strauss, lequel Lévi-Strauss a fourni à Raymond Hince un ensemble d'éléments et de jeux d'esprit qui, comme vous le savez, sont au cœur de la pensée même de Raymond Hince. Je me souviens entre autres de cette exposition tout à fait insensée où Raymond Hince était allé acheter des petits sacs de graines de pensée sauvage qu'il présentait comme de la pensée sauvage qu'elles étaient en regard de la pensée sauvage telle que l'anthropologue, évidemment, l'avait décrit. Et je dirais que de façon probablement beaucoup plus profonde qu'on aurait le temps de le dire ici, ou qu'on pourrait même le dire ici, il faut garder à l'esprit que tous ces gens, s'ils ne se connaissent guère, Lacan n'a jamais rencontré Raymond Hince, et comme je disais tout à l'heure, il ne sait même peut-être probablement pas qui il était, tous ces gens-là n'ont cessé d'apprendre et de chercher en tentant, si vous voulez, cette explication du monde qui les avait finalement réunis dans l'après-guerre et qui fait le ferment intellectuel de notre culture à partir des années 45. Raymond Hince est un homme dont l'œuvre s'accomplit après la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il quitte la Bretagne avec son ami Villeglé pour monter à Paris et exposer dans une galerie qui s'appelait la galerie Alindi, ce qui lui permettra plus tard de dire que c'est normal d'exposer à lundi puisque les musées sont fermés le mardi. Et donc, tout le travail de Raymond Hince s'est construit dans la proximité d'ailleurs de son grand ami Jacques de la Villeglé, en Bretagne, sous l'égide d'un très célèbre critique, Charles Estienne, qui va faire le lien avec eux pour les introduire
dans le Paris du début des années 60. À l'origine, la formation de Raymond Hince, c'est une formation qui touche davantage à la photographie et au cinéma qu'aux arts plastiques. Il était intéressé par un photographe de l'entre-deux-guerres très célèbre, Sougèse, et c'est à partir de l'œuvre de Sougèse qu'il a voulu essayer de construire des images diffractées, qui sont des photographies noires et blancs tout à fait extraordinaires qu'il a réalisées à cette époque. Une image diffractée, qu'est-ce que c'est? C'est une image devant laquelle vous mettez un verre cannelé, lequel verre cannelé va, de fait, si vous voulez, transformer en quelque sorte la perception de ce que vous avez sous les yeux. Et je crois intéressant de voir une corrélation entre ces images diffractées, en quelque sorte, ce langage diffracté, si vous voulez, et la dimension ô combien diffractée que vous allez trouver dans le parcours de son œuvre, des fameuses affiches que vous connaissez, la serrée ou de ces palissades, jusqu'à l'ensemble même des différents chantiers, il les appelait des chantiers, qui ont constitué son œuvre. En fait, Raymond Hince, c'est le soliloque parfait. C'est à la fois dans sa pratique artistique et dans son rapport au langage, tout ce qui définit le soliloque de la personne qui parle à elle-même et qui en même temps se retrouve devant un interlocuteur muet. Et tous les chantiers que Raymond Hince ouvre sont des pistes qui ne referment jamais et qui sont en quelque sorte comme une véritable arborescence pour essayer de se penser dans le monde, de se penser, comme aurait dit Lacan, entre le réel et l'imaginaire. Et entre le réel et l'imaginaire, dans la triade de la psychanalyse, il y a quoi? Il y a le symbolique. Et l'œuvre est là, justement, si vous voulez, dans cette triade, au centre même de ce rapport au symbolique. Donc, tout ce qui fait l'œuvre de Raymond Hince, dont vous avez ici différents exemples au milieu d'autres œuvres, tout cela sont autant de chantiers et de pistes pour essayer de comprendre ce qu'est la parole même de cet homme qui n'a cessé de parler dans une sorte de flux absolument ininterrompu, qui d'ailleurs n'écoutait jamais rien d'autre que ce quelque part l'inconscient venait lui suggérer, et que votre propre intervention n'altérait absolument jamais. En fait, nous avions, avec Raymond Hince, quelque part comme avec Lacan, des délirants qui, dans ce délire, si vous voulez, évitaient la schise, c'est-à-dire la rupture même, en articulant, si vous voulez, ces bribes de sens et de signification qui font l'œuvre de l'un et de l'autre. Vous savez qu'une schise, si vous la représentiez, c'est une chaîne qui se rompt. Le schizophrène est celui qui, quelque part, perd l'un des maillons même de la chaîne. Or, dans le travail aussi bien de l'analyse que, je dirais, dans l'autothérapie que Raymond Hince a mis en place, il y avait l'idée évidente, sans même qu'il n'ait à la formuler, qu'il ne fallait absolument que jamais rien se rompe. De là le fait que le flot de paroles de Hince était absolument ininterrompu, et que d'une certaine façon, si on simplifie à l'extrême sa méthode, c'est la méthode du marabout du Cicel que vous connaissez, et qui a finalement induit tous ces grands textes de Freud à Bergson à tous les autres sur le mot d'esprit et son rapport à l'inconscient. Dans l'exposition, il y a différentes séquences qui jalonnent, si vous voulez,
le parcours. Mais je dirais que vous auriez même pu, si vous en aviez eu le désir, en mettre davantage. Vous auriez même pu quelque part faire une exposition Lacan/Rémoins, tant les chantiers de Rémoins ne sont pas similaires aux chantiers de Lacan, mais que les grands chantiers de Lacan sont de fait des pistes absolument fondamentales pour la compréhension de l'œuvre de Rémoins. En témoignent d'ailleurs les valises que vous voyez derrière, dont je parlais tout à l'heure, qui sont des objets absolument stupéfiants. Chez Rémoins, qui habitait à Paris, après moult errances, dans un petit appartement de la rue de Lambre, ont déambulé dans une sorte de couloir de valises qui montait quasiment jusqu'au plafond et dans lesquels il avait archivé l'ensemble des livres qu'il avait collectionnés sa vie durant et annotés. Et chacune de ces valises était en quelque sorte comme un chantier ouvert à partir duquel il trouvait des sources pour régénérer sa pensée. Ce qui était fascinant dans ces valises, c'est qu'elles faisaient écho aux fameuses boîtes en valises, au musée portable. Vous le savez, que Marcel Duchamp avait initié. Lorsque Duchamp quitte la France pour les États-Unis, il réalise, vous le savez, en réduction, l'ensemble des ready-made qu'il avait fait jusqu'alors et part comme un colporteur, comme un voyageur de commerce en quelque sorte, pour dire la bonne parole partout où il se retrouvera. Il y a quelque chose de la bonne parole, ou on pourrait dire de la bonne chanson, si vous voulez, dans le langage de Rémoins. Il y a en tout cas, chez l'un comme chez l'autre, j'entends Duchamp, que Lacan a rencontré, alors que Rémoins n'a jamais rencontré Lacan, quelque chose comme de ce que j'appellerais un langage qui renoue avec la performativité du langage de tous ces bonimenteurs qui allaient pour proférer ou professer des choses à des gens qui ne l'entendaient guère et qui, d'une certaine façon, montrent qu'à une époque de notre histoire, histoire qui s'est de fait perdue, la dimension orale était aussi fondamentale que la dimension écrite. De là, ce qu'on appelle la performativité du langage. La performativité du langage, c'est ce qui s'énonce, se dit, s'exprime, si vous voulez. Et de là, la question même de l'archive, dont j'ai parlé aussi tout à l'heure, qui est fondamentale. Il y a des gens qui croient à la vérité de l'archive, et il y a des gens qui mettent en doute l'archive pour libérer l'imaginaire. Il est clair que Rémoins, à la différence d'un Derrida, par exemple, était quelqu'un qui s'opposait à l'archive, puisque l'archive contraignait par la vérité historique ce qui peut se libérer lorsque vous les mettez de côté. C'est extrêmement intéressant aussi de comprendre que, quelque part, si archive il y a dans l'œuvre de Rémoins, elle est toujours sous la forme de lambeaux de texte, de lambeaux de sens ou d'ouvrages qui, comme vous le voyez, sont imagés. Et c'est une archive imagée que ce n'est simplement une archive textuelle. L'archive textuelle étant souvent détournée par l'ensemble des notes, des apophthegmes et de tout ce qui vient de fait se greffer, ce sont comme des greffes, si vous voulez, sur les différents supports qui sont les siens. De là la présence de l'œuvre que vous voyez ici, qui en l'occurrence a répondu à une commande. Il avait une exposition à Paris, à la galerie Daniel Templon. Et il avait d'ailleurs réalisé que
la statue de Louis XIV était tout en plomb. Et il avait donc voulu trouver une analogie entre la statue du Bernin de Louis XIV qui avait été fondue pour figurer à l'entrée de la pyramide du Louvre avec la galerie Templon. Et avait donc conçu un exercice pour le moins distendu entre Louis XIV en plomb, et même tout en plomb, et Daniel Templon, dans lequel il aurait volontiers vu, si vous voulez, la réminiscence ou la résurgence même de la figure du roi Soleil. Le soleil, c'est toujours très important dans Rémoins. Ça lui permet, comme il disait, d'avoir la mémoire blanche. Et donc, un collectionneur vient le voir et lui dit qu'il aimerait une œuvre pour son chalet de Chamonix. Ce qui conduira Rémoins à réaliser non pas une palissade telle qu'on les connaît, mais une palissade en ski. La palissade en ski lui permettant également de collecter des skis rossignols et de laisser sous-entendre à travers un rossignol qu'il y a quelque part, si vous voulez, comment dire, non pas une tricherie, mais quelque chose qui cloche en quelque sorte de tout cela. Vous savez ce qu'on entend par un rossignol, quelque chose qui grince, quelque chose qui, de fait, ne marche pas véritablement. Et donc, le collectionneur s'est retrouvé avec cette œuvre, faite de skis rossignols, qui sont en même temps des images et qui, comme vous le remarquerez, sont profondément liées à l'esthétique de cette époque. Et donc, en filigrane, dans ce jeu de mots qui est là, il y a aussi les images du temps qui sont là et qui surgissent, comme elles surgissent dans la plupart des travaux de Rémoins. Il y a, si vous voulez, chez Rémoins, une certaine acuité à saisir le réel et à le transfigurer dans les propositions qu'il fait. Je me souviens d'une histoire extraordinaire. J'avais été associé à la commande du tramway qui se mettait en place à Paris. Et il fallait réaliser des commandes pour jalonner en quelque sorte certains arrêts du tram. Et Rémoins avait été sollicité. Et le maire de Paris de l'époque, Bertrand Delanoë, inaugure les sculptures ou les œuvres publiques qui avaient été réalisées. Donc, passe devant certaines œuvres en prenant le tram, et puis le tram fait quelques stations, et il y a encore une autre œuvre, et à un moment donné, il sort du tram, et cet homme du désordre, qui a là, Bertrand Delanoë était un homme assez autoritaire, et il s'étonne du désordre qu'il y a là, et il voit par terre aussi bien du matériel de travaux publics, des parpaings, etc. Et la personne chargée des commandes lui dit: Monsieur le maire, c'est une œuvre de Rémoins. Et Rémoins s'approche à ce moment-là et lui dit: oui, c'est une œuvre en chantier. Et le maire de Paris reste absolument perplexe, ne dit évidemment rien, dans la crainte, si vous voulez, en disant quelque chose qui puisse apparaître comme un imbécile, qu'il n'était pas. Et je me disais que là, Rémoins poussait très loin le rapport qu'il entretenait à l'espace public, puisque à la fois il faisait une œuvre d'une non-œuvre, à la fois par le jeu de mots, le chantier, il revenait à ce qui était foncièrement, si vous voulez, une des idées directrices de son travail, et qu'en même temps il s'en prenait à la commande publique, qui est censée avoir une fonction décorative et non pas une fonction critique dans l'espace public et dans l'espace social. Et ce qui était fascinant, c'est que Rémoins, sa vie durant, a fonctionné ainsi. J'ai travaillé avec lui pour une exposition à Barcelone, au MACBA, et nous l'attendions pour le montage de l'exposition,
dont il n'avait absolument cure, puisque ce qui l'intéressait n'était pas tant qu'on se retourne sur les œuvres du passé, que qu'on avance avec lui, ou du moins qu'on l'écoute à propos des chantiers à venir. Et nous cherchons Raymond Hins, que nous ne trouvions pas. Puis Raymond Hins à l'hôtel, puis Raymond Hins alentour. Bon, Raymond Hins n'était pas véritablement du genre de personnes qu'on capture ou qu'on va rançonner. Et on s'inquiète, on va à la police, on se donne déjà, si vous voulez, le chercher partout, on fait les hôpitaux, enfin on fait tout ça, on ne trouve pas Raymond Hins, qui réapparaît 3 jours et demi après, comme si de rien n'était. Et celui qui aurait été stupide aurait été celui qui lui aurait demandé « Mais qu'as-tu fait pendant ces 3 jours ?» Car d'une part, il aurait été incapable de le dire, que d'autre part, il aurait trouvé la question incongrue, puisque en fait, il était un adepte de ce que les situationnistes appelaient la dérive. Vous savez que les situationnistes, dont il était proche, avaient initié, pour faire une critique de l'espace public, d'errer ou de déambuler au nom d'une idée qu'ils appelaient la dérive. La dérive était une manière, si vous voulez, de réfuter l'organisation publique de l'espace. On ne s'arrête pas au feu rouge, on ne traverse pas dans les clous et on ne suit pas les parcours qui vous sont imposés lorsqu'on fait du tourisme. Et donc Raymond Hins s'était aventuré quelque part dans la ville de Barcelone de la même manière qu'il s'est aventuré à penser et avait collecté ça et là des choses qui constituaient, si vous voulez, de possibles chantiers qu'il disait vouloir développer. Tout ça pour vous dire que je parlais tout à l'heure de cette triade très psychanalytique entre le réel, le symbolique et l'imaginaire, que toute cette œuvre est construite autour de cela. Elle est ici à travers les jeux de mots, la question évidemment du jeu de mots fondamental dans cette histoire. J'évoquais son intérêt pour Monsieur de la Palisse. Monsieur de la Palisse nous est aujourd'hui à nous parvenu, non pas comme le très grand militaire qu'il était, qui a fait des guerres à la Renaissance contre l'Italie, et à lire l'histoire de Monsieur de la Palisse, qui va au fil du temps gagner les faveurs du roi. On est absolument stupéfait de voir les batailles qu'il a menées, les batailles qu'il a gagnées, alors que l'histoire nous en a fait retenir que le calembour, que le jeu de mots, que bien plus tard un exégète au XVIIIe siècle a construit à partir même de son histoire. S'il n'était pas mort, il serait encore en vie. Et sur ces fondements-là, si vous voulez, Raymond Hins analyse à la fois un personnage historique, mais à la fois ce qui s'étiole, se transforme et se métamorphose par le rapport au langage, par le jeu même du langage. Et de la palisse à la palissade, bien compris qu'il y a quelque chose qui intéresse Raymond, même si, et ce n'est pas négligeable, la palissade ne s'écrit pas comme une palissade, l'une avec un C et l'autre, comme vous le savez, avec 2 S. Mais le langage se distingue. Le langage se distingue puisqu'il ne s'agit pas de chercher, si vous voulez, la vérité même des choses, mais une vérité en soi. La psychanalyse, telle que Lacan en tout cas l'entrevoit, c'est la recherche de votre vérité. Et cette vérité s'exprime fondamentalement dans la cure psychanalytique par, bien évidemment, le rôle que vous donnez au langage. Dans la cure psychanalytique, la parole est absolument libératrice
elle a pour fonction, non pas de guérir, mais en tout cas de soigner ou d'aider même aux soins. Et il est clair que toute la pensée de Renoins et toutes les œuvres qui se sont articulées comme autant de maillons de cette chaîne qui, si elle s'était rompue, aurait induit ce qu'on appelle une schise, la schizophrénie c'est ça, c'est la chaîne qui se rompt. Tout cela évidemment est lié à cette articulation constante entre à la fois l'image et à la fois le langage. Et ça c'est extrêmement important. Quand vous regardez par exemple l'œuvre qui est là-haut, qu'est-elle? Ce sont pour la plupart des couvertures, voire des pages ouvertes de différents livres venant de différentes époques, au cœur desquels se trouve évidemment la pensée de Freud. Freud qui, bien sûr, va occuper de manière continue un homme comme Renoins, et comme vous le savez, le rapport de Freud à Lacan passe par le fait que Lacan a été, et c'est absolument essentiel, l'homme qui a voulu revenir à... Il y a un homme. C'est ce qui frappe, c'est Dieu sait ce que Freud insiste, c'est que ce sens se réduise au non-sens. Au non-sens rapport sexuel, lequel est patent et toujours dans rien d'autre que les dits de l'amour. Tout ce qui se dit là, on ne sait jamais si c'est pas une déconnade. Le registre de la mariée, le registre inférieur et le registre des célibataires. L'objet en tant que tel, il est conçu comme une grande plaque photographique. Dans la partie supérieure, nous sommes dans la bidimension. La mariée est là, suspendue, avec son aiguillon, et elle tente d'attraper avec ce qu'elle appelle magnétodésir les célibataires qui sont en bas. Dans la partie inférieure, qui elle est, comme vous le voyez, réalisée de manière tridimensionnelle, vous avez un chariot à l'intérieur duquel il y a une sorte de roue à dents qui active la broyeuse de chocolat qui est ici et qui permet au gaz d'éclairage de passer par l'établi de la broyeuse et de ressortir ici à travers donc ce fameux gaz, la notion de gaz d'éclairage propre à Duchamp. Ici, les célibataires qui sont habillés dans des tenues qui sont les tenues des livrets et des militaires, la tenue du pompier, la tenue du etc. etc. Et donc chacun d'entre eux va tenter d'entrer en contact avec la mariée pour la féconder et va tirer à partir du gaz qui va s'échapper pour essayer de l'atteindre. Et comme vous remarquez, il tire, il y a des trous dans la partie supérieure, dont un seul atteint le voile de la mariée. Donc, c'est la métaphore d'un récit amoureux, c'est la métaphore de l'Ève future de Villiers de l'Isle-Adam, c'est aussi Raymond Roussel, Locus Solus et quantité d'autres textes, et c'est finalement un grand discours entre la bidimension et la tridimension pour accéder à la quatrième dimension qui est l'espace-temps. Donc c'est toute cette orchestration-là qui préside, si vous voulez, à la construction de cet objet qui, plus est, absorbe l'image qui est derrière et qui rompt donc de manière tout à fait évidente avec la tradition opaque
du tableau, et qui plus est, renoue avec des techniques qui sont très artisanales, fixer sous verre, et tous les éléments, si vous voulez, je dirais, que Arturo Schwarz a voulu alchimiques, qui ne sont pas alchimiques, qui sont simplement, je dirais, des techniques du temps passé. Donc voilà, le grand verre, c'est la figuration de l'attente et du désir, dont la réponse se trouvera dans la deuxième œuvre posthume que Marcel Duchamp réalise, et vous avez peut-être vu en image ou à Philadelphie, qui est non plus, étant donné à la chute d'eau, le gaz d'éclairage, et qui répond donc à la mariée mise à nu par ses célibataires, virgule même. Donc une explication peut-être un peu rapide, mais je pense que ça vous dit un peu ce que ça voulait être, et ça corrobore justement la question du rendez-vous et du rendez-vous manqué. Donc ils étaient 9 célibataires, l'un d'entre eux va, allusion bien évidemment à ce que Duchamp appelle une giclée d'éclaboussure, qui est le sperme. L'un va donc féconder la mariée, cette vierge en quelque sorte, qui est en attente de la fécondation, et les autres continueront de broyer leur chocolat tout seul. Et donc la fameuse triade symbolique dont je parlais, elle est bien là. Le réel, c'est une broyeuse de chocolat que Duchamp entrevoit dans la vitrine d'une chocolaterie à Rouen, à côté de sa maison d'enfance. Le symbolique, il est là aussi dans toute l'orchestration des images qui conduit à ce que vous voyez, l'imaginaire, de fait, qui est évidemment au-delà de ce que l'on voit dans l'interprétation qu'on peut en donner. Votre meilleure expérience avec Duchamp, c'était quoi? Vous avez vécu quelque chose de particulier qui vous a fait comprendre l'art? C'est probablement cette séduction extrême qui repose tout aussi bien sur le pouvoir de l'image et du langage, et donc qui nous ramène à ce qui nous motive ici aujourd'hui. Et c'est un peu peut-être ce que Warhol, qui est un artiste que j'aime infiniment aussi, laissait entendre lorsqu'il disait « il faut être là où il faut quand il ne faut pas et là où il ne faut pas quand il faut ». Je suis... Et moi, il faut que je sois au TGVI.